Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes. Aujourd'hui on est à Lyon avec Marie Chapon, sous la pluie, mais voilà. Et on va parler yoga, handstand, flexibilité, tout ça avec Marie. Donc merci d'avoir accepté de nous recevoir chez toi en plus aujourd'hui. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. Aucun problème. Est-ce que pour commencer tu peux un peu te présenter de la manière que toi tu veux? Ouais. Alors moi, je suis professeure de yoga, certifiée, j'ai 500 heures, donc j'ai fait 2 teacher training. Et je suis ancienne gymnaste aussi. Donc j'ai fait une dizaine d'années de gymnastique à plutôt haut niveau, de mes 10 ans environ jusqu'à 18 ans à peu près. Donc j'ai toujours un petit peu été dans le sport. En fait, j'ai un long parcours, donc je vais essayer de me présenter quand même rapidement. Mais actuellement, en tout cas, je suis professeure de yoga principalement en ligne. J'ai un studio de yoga en ligne. J'ai une communauté de femmes incroyables sur cette plateforme. Je suis très active sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et j'ai une chaîne YouTube où je partage plein de cours gratuitement pour tous les niveaux. Et voilà, et puis j'organise aussi des retraites de yoga pour se retrouver pendant l'année, des classes en présentiel sur Lyon, sur Paris, etc. Voilà. Ok, bah nickel, c'est à peu près tout ce dont on va parler après, donc ce sera la bonne introduction. Du coup, je veux bien qu'on reparte un peu à, on va dire, quand tu étais petite, tu viens de parler de la gymnastique justement. Est-ce que tu peux peut-être, je sais pas, développer un peu ou est-ce que d'où tu viens, où est-ce que tu habitais, etc. Comment tu étais petite, on va dire. Comment j'étais petite? Alors, j'étais déjà très casse-cou. Ah, En fait, j'ai commencé la gymnastique à l'âge de 8 ans. Avant ça, j'ai fait de la GRS, donc la gymnastique rythmique. Je crois que c'est ça, artistique rythmique. on dit plus GRS On dit maintenant. plus GRS, Non, on non, dit quoi? on dit GR. C'est vrai? Je le sais parce que j'arrête pas de me faire avoir. Sur tous les podcasts, ouais, Ah ouais, ils parce disent, il n'y a que plus de S. gymnastique rythmique et sportive, c'est ça. Ouais, Donc il n'y a plus de sport maintenant, il n'y a plus c'est de que du sport. rythmique. Ok, ça marche. Donc j'ai commencé par ça. Moi j'ai grandi à Grenoble, bon pas à Grenoble même, plutôt dans la montagne. Donc Ok. je suis une petite fille de la montagne, toujours vécue dans la nature, etc. Donc j'ai fait ça. Ensuite je suis passée en gymnastique parce que c'était ce qui me plaisait, les Ouais. acrobaties. Donc je pense qu'être sur mes mains, c'est depuis toujours. Et voilà, j'ai fait mes études autour de Grenoble. Ensuite, j'ai fait un IUT Tech Deco à Grenoble, technique de Ouais. commercialisation, donc dans le marketing. Et ensuite, je suis montée à Montpellier. Non, du coup, je suis descendue à Montpellier Oui. dans le sud pour faire une école de commerce. Et de cette école de commerce, en fait, moi, mon objectif, c'était de pouvoir voyager. J'ai toujours aimé le voyage. Donc, je m'étais dit, en fait, j'étais un petit peu perdue aussi à l'époque. J'ai fait un bac S. Je ne suis pas du tout scientifique. D'accord. Mais voilà, tu sais, c'est un peu cette époque où tu as 16 ans, tu ne sais pas quel métier tu feras. Et c'est vrai qu'avec un bac S, tu sais que tu pourras tout faire. Donc, j'ai fait un bac S. Sans grande volonté, mais je l'ai fait et je l'ai eu. Et après ça, du coup, je suis allée à Montpellier, je me suis dit que je pourrais voyager, j'ai fait un échange à Chicago. Mon rêve, c'était les États-Unis, vivre Cool. sur un campus et tout, donc j'ai trop, trop adoré ça. Toujours été amoureuse des États-Unis. Et après, je suis rentrée pour les années de césure en entreprise. Et c'est là que j'ai commencé des stages en développement, marketing, produits, etc. Dans des maisons de luxe dans la cosmétique. Donc j'ai fait L'Oréal, après je suis passée chez Clarins. Et puis après, je suis rentrée chez LVMH. Voilà. Donc j'ai fait tout ça. Et ensuite, je pense le parcours un petit peu classique, j'ai fait un burn-out. Voilà. J'en avais marre, j'en pouvais plus. J'adorais le contenu de mon métier, mais je pense que c'était l'environnement, trop de structure. Tu vois, j'ai toujours été très bonne élève, j'ai toujours été très bonne en entreprise aussi, mais je me suis jamais sentie appartenir, tu vois. J'ai jamais trouvé ma place. J'ai toujours été très électron libre, j'ai toujours voulu Ouais. être très libre et indépendante. Et c'est pour ça, je pense, le voyage aussi. Donc après, j'ai quitté mon travail et je suis partie juste avant l'année de la pandémie Le à bon Bali. moment. Ouais. Et j'ai fait mon deuxième teacher training en karma yoga. Donc je travaillais en échange de prendre le training. À l'époque, je faisais de la photographie et de la vidéographie. D'accord. Création de contenu en fait, Ouais. mais pour les autres. Et c'était génial. Et quand j'ai fait ces 1 mois, du coup, je savais que je ne rentrerais plus en France. Ok. C'était vraiment, tu vois, je parlais avec mes parents, enfin, tu vois, j'avais un contact direct et régulier avec mes parents et je leur disais, non, mais je sais que je rentrerai pas déjà au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines et je suis pas rentrée en 4 ans ensuite. Ah oui, quand Ouais, même. ouais, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé et en fait,
comme j'étais vraiment dans cette quête de moi-même et j'étais dans cette jeunesse, on va dire, aujourd'hui je vais avoir bientôt 34 ans. Quand je suis partie, je devais avoir 26 ans, 26, 27 ans. Je me cherchais vraiment et j'avais besoin de... Moi, je suis vraiment quelqu'un... je me sens vite étouffée quand j'ai l'impression qu'on me force à être quelque part ou à faire quelque chose. Et mes parents ont toujours été très aimants, du coup parfois peut-être un peu étouffant pour ma personnalité. Et du coup le fait de partir longtemps, ça m'a vraiment aidée à me trouver moi et à savoir ce que moi, Marine, j'avais envie de faire. Ouais, Ouais. c'est pas facile, je pense, c'est la question un peu dure pour tout le monde. Et du coup, justement, quand tu as décidé de faire l'école de commerce, etc., Enfin, à quel moment tu t'es un peu dit que ça allait être ce que tu voulais faire, vu que du coup tu as dit que tu étais perdue? C'est quand même venu de toi, ou est-ce que c'est finalement un peu tout le Franchement, truc de l'école de commerce qui t'a poussé ouais, là-dedans? en Parce vrai, que le luxe, c'est quand même très... alors, Ça fait un peu rêver, mais c'est très spécifique mm, aussi et dur d'y entrer en plus après. alors pour se dire, moi de base, la pâtisserie de luxe, c'était un truc qui me faisait rêver. Ok, Je suis très mauvaise en cuisine, mais vraiment. ouais, C'est-à-dire que moi, je ne cuisine pas ce qu'on dit, je fais de l'assemblage. Je coupe les tomates, je coupe l'avocat, je coupe le pain et j'assemble. C'est ouais, mes plus grandes qualités en cuisine. Donc, un truc qui me passionnait, c'était les hôtels et les palaces de luxe. Et mon rêve, en fait, ça aurait été enfin, en tout cas à l'époque, mon rêve, c'était de travailler dans des hôtels de luxe. Sauf que pour bosser dans des hôtels et des palaces, il faut avoir plutôt une école d'hôtellerie oui, ouais, qu'une c'est ça. école de commerce. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé plein d'entretiens pour mon stage. Et en fait, je suis allée là où on m'a prise. Et finalement, bah, j'ai quand même eu de la chance parce que j'ai été prise dans une grosse boîte, quoi, L'Oréal. Ouais. Généralement, ils prennent plus, tu vois, des Sciences Po, enfin, tu vois, vraiment des grandes écoles. Et du coup, bah, en fait, vraiment, je me suis laissée porter par bah, là où Où on ça me atterrit. permettait d'accéder, en fait. Mais ça m'a beaucoup plu. J'ai rencontré, franchement, c'est pas forcément un milieu mauvais. En fait, ça va vraiment dépendre de l'équipe avec qui tu travailles, de la zone dans laquelle tu travailles. Moi, j'ai commencé dans le travel retail. Donc, c'est plus de l'opérationnel, c'est un petit peu plus masculin, un peu plus chill, etc. Versus, tu vois, si tu bosses en développement dans le make-up, par exemple, dans une grosse marque comme, je sais pas, Yves Saint Laurent, là, effectivement, ton expérience, elle sera pas la même. Donc, moi, je suis une énergie de base plus masculine. Donc, j'ai toujours été dans des postes très cool, avec des gens qui croyaient en moi, qui me donnaient des hautes responsabilités en tant que stagiaire, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a tirée vers le haut et qui m'a permis de me construire, tu vois, sur tout cet aspect un peu business, marketing, vente, etc. Ouais, ok. Et du coup, c'est quoi tes... Enfin, on va dire... Bon, c'est parce qu'on va te développer le plus dans le podcast, vu qu'il y a plein de choses à dire après, mais c'est quoi un peu le quotidien ou le genre de mission, par exemple, justement, que tu faisais, même si tu as eu plusieurs stages, plusieurs emplois, mais ça se Alors, passe comment dans le chef de luxe? produit, Ouais, voilà, en vas-y, gros, développe. en gros, tu es beaucoup derrière un ordinateur. Beaucoup d'échanges avec l'international. Travel Retail, en gros, je ne sais pas si tu connais, mais Ouais, en un petit fait, peu. c'est vraiment le marché dans les aéroports, donc tout ce qui est Ok. duty free. Donc, on développe des produits spécifiques pour, tu vois, Ouais, des les petits petits coffrets, size ou les exactement, petits... des Ok. petites miniatures, même des trucs que tu peux acheter dans l'avion. Donc, c'est vraiment un marché spécifique et des clients qui sont spécifiques. C'est du B2B, entre guillemets. Donc, en gros, beaucoup d'échanges avec l'international, beaucoup d'échanges avec ce qu'on appelle le pôle développement marketing, qui eux créent les produits, créent la communication. Ils nous envoient, tu vois, bah, tous les posters de pub, enfin Ouais. tous les trucs. Je crée avec des agences aussi en externe, les petits flyers que tu retrouves dans ton avion ou que tu retrouves avec ton coffret, enfin des choses comme ça. Et puis, il y a un côté quand même très corporate dans ces grosses boîtes, donc ça, c'est un peu sympa aussi, où tu retrouves les autres potes stagiaires, tu retrouves aussi les autres équipes, tu vois, entre midi et deux. Il y a un côté aussi, ouais, comme je disais, très corpo, donc tu as des journées, des soirées, des choses comme Ouais. ça. C'est un monde, hein, c'est vraiment un monde. Non, mais c'est intéressant Mm. de voir comment ça marche un peu de Ouais, l'intérieur. ouais, ouais. Après, tu vois, ça reste un taf de personnes qui travaillent derrière un ordinateur, tu vois. Oui, c'est pas Ouais. le luxe, enfin la partie qui fait rêver, on va dire, peut-être pas Dans être. l'opérationnel, j'avais pas beaucoup de déplacements, on va dire. Quand j'ai bossé ensuite dans le développement produit, là, il y a plus de développement. Tu développes un produit, donc tu vas voir euh, le pôle développement qui développe par exemple la texture d'une crème ou le parfum. Tu vois, on appelle un nez quelqu'un Oui, qui va développer la senteur, enfin les différentes senteurs du parfum. Ensuite, tu travailles avec les ingénieurs qui travaillent sur le pack. Tu travailles avec
les personnes au-dessus qu'on appelait Dieu, Bernard Arnault à l'époque. Salut Bernard, si tu passes par ici. Tu vois, genre ces trucs très stressants avec ton plateau et tout, tes prototypes pour aller faire valider. Donc, mais il y a un côté quand même, on t'apprend vraiment à pas de problème que des solutions. On t'apprend vraiment à être très débrouillard et à faire tout par toi-même, même quand tu bosses chez Dior, tu vois. C'est ça qui est ouf. Moi, je me suis dit, mais en fait, chez Dior, non. Mais en fait, non. En fait, toi, petite stagiaire, petite chef de produit, peu importe, à ton échelle, c'est à toi, en fait, de mettre, tu vois, genre de bout à bout pour régler les problèmes. Ah non, c'est quand même des bonnes valeurs, entre guillemets, Ouais. et rigueur. Enfin, c'est vrai Très que j'imaginais formateur. pas ça comme, avec autant de liberté, je Ouais. pense, justement. Enfin, après, c'est sûr qu'il y a des échelles, mais bon, c'est cool de savoir, Ouais, de non, savoir c'est ça. très cool. Après, encore une fois, il faut avoir, je pense qu'il faut avoir une force psychologique. Enfin, moi, je travaillais 70 heures par semaine et j'étais stagiaire, je gagnais pas le SMIC, tu vois. Donc, il faut être passionné par ce que tu fais. Et il ne faut pas y aller, enfin, je sais pas ce qu'on va dire, quand tu es stagiaire, en tout cas, il ne faut pas y aller pour l'argent. Il faut y aller parce que tu sais que tu es en train de te nourrir et que c'est une opportunité en or d'être ici. Et voilà, et tu te nourris de tout ça. Et je pense que vraiment, toutes ces opportunités, ces expériences pro m'ont permis de construire là où j'en suis aujourd'hui, clairement, tu vois. Ça, je le regrette pas. Et honnêtement, enfin, certaines de mes années, les premières années, ça a été mes plus belles années professionnelles. D'accord, Ouais. donc oui, t'en as eu, enfin, ça a été compliqué à un moment, t'en as eu peut-être trop au bout d'un moment, mais ça t'a quand même, ça t'a plu quand même, on va dire. Non, en fait, quand j'ai arrêté, c'était une autre marque. Enfin, c'était toujours au sein de LVMH, mais c'était une autre marque. C'était une équipe différente, c'était des budgets différents, tout était différent. En fait, tu peux pas comparer Dior, par exemple, et Yves Saint Laurent ou Dior, enfin, tu vois. Oui, ouais. L'humain joue un impact très fort dans, voilà. Et puis, comme tu l'as dit, au bout de quelques années, je pense que la lassitude, la fatigue fait que tu es moins ouvert à continuer parce que tu fais finalement tout le temps la même chose, quoi. Ouais, surtout si t'aimes pas trop, comme tu dis, être un peu enfermé, cadré, et que c'était la même chose tout le temps, j'imagine qu'au bout d'un moment, ça a fait un peu trop. Et du coup, on va glisser vers le yoga. Quand est-ce que, déjà, tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé, pourquoi, s'il y a des raisons? En fait, donc la gymnastique, parce que ça parle de la gymnastique, j'ai arrêté la gymnastique, je devais avoir 16-17 ans. Et en fait, quand j'ai arrêté la gym, en fait, c'était un peu un choix. C'était soit j'arrêtais, j'aurais pu faire moins, mais bon, c'était soit j'arrêtais. Moi, je suis très dans mes polarités, c'est oui ou non, noir ou blanc. Soit je passais en sport-études. Et en fait, j'avais pas envie de passer en sport-études parce que, à l'époque, j'étais jeune et j'avais pas envie d'être séparée de mes copines et aller dans un lycée qui était différent. Donc en fait, je me suis dit non, moi je veux aller avec mes copines. Et donc j'ai poursuivi sans gym. Et j'ai complètement arrêté le sport. Alors, je faisais un peu de sport à l'école, mais je détestais ça. Enfin, voilà, après, j'ai eu une adolescence qui était un petit peu complexe aussi, donc le sport n'était pas ma priorité, si tu veux. J'ai mis un peu tout ça de côté. Et quand je suis arrivée en entreprise, après, je me suis jetée dans le travail. C'était super. Et dans le dernier poste que j'ai eu, qui était chez Givenchy, tous mes collègues, en fait, avaient une activité. Tu vois, natation, machin, pilates, je sais pas quoi. Tout le monde faisait un truc soit entre midi et 2, soit le soir. Et moi, je me rendais compte en fait que j'avais rien pour moi, j'avais pas de passion, j'avais pas de. Quand je bossais chez Dior juste avant, en fait, Dior c'était de 6h du matin jusqu'à 23h le soir, 364 jours sur 364, tu vois. Il y en a 364 des jours, je ne sais plus. 65. Ça dépend des années. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte en fait, que j'avais rien, que voilà, j'adorais l'art, mais en même temps, je sais pas, j'avais pas envie de me remettre dans la peinture et tout. Et en fait, je me rappelle, j'étais très stressée à l'époque et je me suis dit, tiens, je connaissais rien au yoga. Je vais booker un cours de yoga. Ça va me relaxer, ça va me déstresser. J'étais vraiment une stressée chronique. J'ai booké n'importe quel cours, tu sais, t'avais plein de noms. J'avais vraiment 1 million de noms de yoga. Ah oui, ouais. Je me mets à la place d'un débutant aujourd'hui, je me dis, mais il y a 32 types de yoga, comment je choisis? Avec des noms compliqués, en plus, ça te dit rien sur ce que c'est. Avec plein de profs que je connais pas, dans plein de studios que je connais pas. J'ai pris le truc qui était le plus proche de mon boulot, plus accessible, à l'heure qui me convenait. C'était un cours d'Anou Salah, enfin le truc que je n'ai jamais refait. Et j'ai adoré. Alors ça n'a rien d'un yoga traditionnel comme on le connaît. C'est plus, on va te dire, fais une posture, arrête, genre viens on discute de la posture et puis après tu passes à une autre posture, tu vois. C'était pas, y a pas vraiment de flow. Mais j'ai adoré parce que j'ai rencontré des gens hors du travail. Et ça, c'était pas quelque chose que je connaissais. Tu vas me lier des liens avec d'autres personnes.
Et après, de fil en aiguille, après, j'ai rencontré des gens un peu plus dans le yoga. Je suis devenue végane à cette époque-là, donc je me suis un peu ouverte à ce qu'on appellerait la communauté de gens véganes sur Paris. Et donc là, je me suis développé un cercle d'amis qui sortaient de ce côté un peu capitaliste, tu vois, des grosses boîtes. Et après, j'ai été vachement engagée dans des charities, comment tu dis, dans des associations Ouais, je sais plus. ouais, Charité, pour ouais. l'environnement, pour la protection des animaux, etc. Et c'est un peu tout ça qui, voilà, en fil en aiguille, j'ai rencontré un ami qui était, un ami de l'époque, qui n'est plus un ami, qui était prof de yoga et j'ai commencé à prendre ses cours. Et c'était de l'Ashtanga, donc à l'époque. Et c'est là où vraiment j'ai été hyper disciplinée et j'y allais une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3, 4 fois par semaine et j'ai adoré. Jusqu'à du coup ce que je fasse mon burn-out en entreprise et à partir de là, j'ai fait une rupture conventionnelle, donc j'ai eu la chance de toucher des indemnités et de ne pas travailler pendant, je crois que c'était 2 ans. Et donc je me suis mise à fond dans le yoga, je me suis inscrite dans un autre studio avec d'autres profs et là j'y allais quasiment tous les jours. J'avais ma carte illimitée et c'était un peu ma thérapie. Franchement c'était ma thérapie. Ouais, j'imagine que ça devait te permettre de tout un peu Ouais, extérioriser. en fait, c'était à cette époque, j'ai resté toute seule dans mon appartement. J'avais vraiment fait ce. En fait, dans le yoga, on te, on te parle plus de minimalisme, on te parle de te libérer en fait du superficiel, que ce soit humainement, relationnellement, mais aussi d'un point de vue matériel. Et je me suis rendu compte que j'étouffais dans un appartement où il y avait une abondance d'objets qui ne me servaient pas et qui vraiment me faisaient me sentir mal. Et donc en fait, j'ai commencé à vider, j'ai vendu plein de trucs. J'ai fait le tri de mes relations sociales. Je me suis rendu compte que, et surtout à Paris, je surconsommais socialement parce que j'avais peur du vide. J'avais peur d'être jugée. Ah, elle n'a pas d'amis. Tu vois, il y a ce truc très over-social quand tu es dans des grandes capitales comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je consommais des relations qui me drainaient énergétiquement. Je rentrais chez moi, j'étais. Voilà. Mais c'était des relations qui m'apportaient rien. Du coup, j'ai vraiment fait ce tri-là. Et en fait, je me suis retrouvée avec tellement d'espace pour moi pour juste me reposer, pour faire une activité qui me plaisait. Et petit à petit, après, j'ai recommencé à avoir des amis, mais c'était, tu vois, les 2, 3 amis que je comptais sur les doigts d'une main. Et du coup, j'avais beaucoup de temps pour faire du yoga. Bah oui, Voilà. c'était du positif aussi. Mais je pense que pareil, ça aide entre tous les. Même quand on travaille, les coworking et machin, les trucs qui sont pas imposés, mais si tu vas pas, même toi en tant Enfin, dans l'entreprise, je pense que du coup c'était bizarre, ou je sais pas, ou t'étais exclu si tu y allais pas, donc forcément t'es forcé. Même si c'est agréable, enfin ça peut être agréable, mais du coup je comprends le fait qu'après peut-être c'était trop et que t'étais. C'est très juste ce que tu dis, il y avait ce truc que tout le monde allait à la cantine en même temps, tout le monde allait aux ventes privées. Et en fait, moi j'arrivais pas à faire j'avais vraiment pas cette. Et j'ai senti, tu sais, c'est quand énergétiquement, parce que c'est vraiment énergétique, quand tu n'arrives pas à t'adapter ou que tu ne veux pas t'adapter, il va y avoir cette confrontation en fait qui va se passer et tu vas mal le vivre. À un moment, c'est ce que j'ai vécu à Bali justement, parce que j'ai vécu quelques temps à Bali. Et au bout d'1 an, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait ça matchait plus en fait. J'étais résistante parce que le fonctionnement de l'île ne fonctionnait plus avec comment moi je voulais fonctionner, avec qui j'étais. Et du coup, dans ces moments-là, tu es obligé de partir. Oui. Parce que ta vie devient un challenge quotidien, tu vois. Surtout dans des endroits comme ça où c'est des îles et tu vois, tout le monde se connaît. Ouais, c'est ça. Le fonctionnement, il n'y a pas de règles, tu vois. Donc ça peut être complexe en réalité. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas évident de faire le tri ou de se dire c'est pas mauvais pour moi donc je m'en vais. Ouais. Et à quel moment du coup tu passes un peu de cette pratique personnelle on va dire pour toi, à quel moment tu te dis que tu veux devenir justement professeur et que tu décides de te lancer, tu te lances rapidement, pas rapidement ou... Alors, je crois que j'ai fait peut-être 1 an ou 2 ans d'Ashtanga à fond. Et ensuite, j'ai commencé avec ce prof de Vinyasa sur Paris, je pense pendant 1 an à peu près. Mais il faut savoir que, bon, comme je te disais, j'ai des antécédents de gymnaste. Donc, déjà, j'avais des capacités. Voilà. Il suffit que tu te remettes dans le bain pendant quelques mois déjà et là, tu te dépasses. Moi, ma pratique actuelle, elle dépasse largement ce que je faisais en tant que gymnaste.
Il y a plein de choses. Enfin, évidemment, c'est pas la même chose. Tu vois, je faisais des vrilles et des trucs sur des trampolines à 16 ans. Aujourd'hui, je suis pas capable de le faire. J'ai la tête en bas et pliée en voilà. 4. C'est ça. Mais je dirais que ça a été assez rapide. Il a fait un premier teacher training, je me rappelle, c'était en mai à l'époque. Je me rappelle pas, mais j'ai dû faire 1 an de pratique avec lui, peut-être moins. Faire ce premier teacher training au Sri Lanka, revenir et directement à la rentrée, j'ai fait le 2e. D'accord. Ouais, j'ai enchaîné. Donc c'était assez direct. Ouais, mais je l'ai pas fait, tu vois, les teacher training, c'est pas forcément fait pour être prof de yoga. Oui, c'est pour apprendre. Ouais, donc je l'ai vraiment, en fait, je l'ai fait, moi, pour te dire, en tant que novice à l'époque, je me suis dit, c'est juste une formation qui va me permettre de rencontrer des gens dans le yoga, de pratiquer avec de nouvelles personnes, de voyager, donc le faire dans un environnement qui est très un peu yogique, spirituel, et d'élever ma pratique, tu vois, apprendre plus de choses sur ma pratique personnelle. Il n'y avait pas ce truc, je n'étais pas du tout ouvert vers l'autre, tu vois, je faisais pour moi. D'accord. Et justement, puisque tu viens d'en parler un peu, enfin, de ce qui était spiritualité et tout ça, pour toi, c'est quelque chose, enfin, j'allais dire d'important, c'est pas le mot, mais est-ce que tu associes vraiment ça à la pratique du yoga ou pas? Est-ce que tu peux peut-être même expliquer un peu les 2 types de yoga dont tu as parlé pour peut-être les personnes qui connaissent pas tous les noms et tout comprennent un peu, vu qu'il y a différents enjeux, j'ai l'impression quand même avec les pratiques de yoga aussi. En fait, le yoga, moi aujourd'hui, je fais peu de yoga, on va dire, de manière complètement littérale. En fait, le yoga vinyasa, je dirais, c'est un peu le yoga fourre-tout. D'accord. Tu vois, c'est un peu le yoga moderne, c'est-à-dire que toi, par exemple, Chloé, ton yoga vinyasa, en tant que, t'imagines, tu deviens prof, il ressemblera à quelque chose. Mon yoga vinyasa, il ressemblera à autre chose. Vinyasa, c'est un terme qui signifie associer un mouvement à une respiration. Souvent, tu vas entendre inspire, lève tes bras vers le ciel, expire, plonge vers l'avant, inspire, tu vois. Il y a vraiment ces instructions qui sont données pour que tu puisses aligner ton corps avec ta respiration. Parce que quand tu associes les deux, justement, tu ressens ce bien-être et tu ressens cet alignement dans ton corps. Donc moi, j'ai fait beaucoup de yoga. Et ensuite, ma pratique, elle a vite évolué à un niveau très avancé, qui fait qu'aujourd'hui, je suis prof de yoga, mais j'enseigne aussi séparément le handstand, le hand balancing, tu vois, l'équilibre sur les mains, et la flexibilité, parce que j'ai atteint un certain niveau qui est presque de la contorsion, je mets presque même entre guillemets, parce que voilà, il y a des contorsionnistes qui me disaient « Marine, c'est de la contorsion ». La pratique est différente, la manière d'aborder les choses est différente. Quand tu fais un cours de yoga, il va y avoir un flow, donc on va te guider, c'est un peu comme une danse sur ton tapis. Quand tu fais un cours de handstand ou un cours de flexibilité, on va plus te donner des petits exercices, on va travailler ta force, ta mobilité, etc. Donc c'est un côté vachement plus technique. Le yoga, le terme yoga, ça va être quelque chose de plus traditionnel. Donc tu as des pratiques comme l'ashtanga, le hatha, l'iyengar, qui sont vraiment des styles de yoga, on appelle ça des styles de yoga qui sont nés en Inde et qui sont enseignés en Inde. Tu vas prendre un cours d'ashtanga à Paris, tu vas prendre un cours d'ashtanga à Berlin, tu vas prendre un cours d'ashtanga à Londres, le cours sera exactement le même parce que c'est une séquence des mêmes postures que tu vas suivre. Et on appelle, par exemple en ashtanga, tu as des cours qu'on appelle Mysore. Donc Mysore, c'est la ville dans laquelle est né l'ashtanga, le père de l'ashtanga, voilà, c'est Mysore. En fait, on est tous dans la salle et le prof ne guide pas, il vient juste en fait ajuster les personnes parce que tu connais par cœur, tu vois. On dit ashtangi, tu vois. D'accord, voilà. Ouais. Ok, oui, c'est vrai que ça paraît obscur quand on ne connaît pas, mais... Et là, ça va, ça non, c'était clair, je pense. Okay. J'avais déjà quelques petites bases, mais oui, je pense que c'est compréhensible. Le yoga, aujourd'hui, c'est... écrit dans les livres, le yoga, c'est une philosophie de vie. C'est pas un sport. En fait, tu as 8 branches dans le yoga, dont les asanas. Donc, les asanas, ce sont les postures de yoga, la pratique physique. Mais tu as aussi tout ce qui est yamas, niyamas, qui sont les valeurs que tu vas appliquer à toi-même, les valeurs que tu vas appliquer en société. Je te donne des exemples. Ça peut être la non-violence, la pureté, prioriser, savoir répartir son énergie. Santosha, le contentement, l'acceptation, le lâcher-prise, toutes ces choses que tu retrouves un petit peu dans le développement personnel, mine de rien, mais que tu retrouves dans la philosophie du yoga. Et souvent, en fait, dans le yoga traditionnel, on va te dire il faut que tu valides tes yamas, il faut que tu valides tes niyamas avant de passer au reste. Ce qui vient après les valeurs éthiques ne sont pas les postures de yoga. D'accord. Ouais. Tu vas avoir le pranayama, qui est la respiration. Tu vas avoir la méditation, dharana, tu vas avoir la concentration, dhyana, etc.
Donc il y a plein d'éléments, tous ces 8 éléments en fait, qui viennent constituer ce qu'on appelle le yoga. Aujourd'hui, en Europe ou dans les pays western, on va appeler, le yoga traditionnel ne se pratique plus, voire pas, dans son entièreté. Alors, il y a des gens qui vont pratiquer, voilà, mais globalement, on jump directement sur les asanas, où la clé d'entrée va être les asanas. Tu vois, par exemple, une femme ou un homme qui va avoir envie de relaxer son mental, de travailler avec body weight, tu vois, pas aller à la salle de sport ou quoi, il va se tourner vers un cours de yoga ou vers un cours de pilates, par exemple, tu vois. Et c'est très bien, en fait, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste important de comprendre, on va dire, la différence pour savoir pourquoi tu le fais. Tu vois, en yoga, tu as ce terme, le sankalpa. Sankalpa, c'est l'intention. Pourquoi, en fait, tu es ici? Pourquoi tu déroules ton tapis? Pourquoi tu fais des handstands? Est-ce que c'est ton ego qui parle? Tu vois, il y a cette quête de la self-realization, on appelle ça, donc, tu vois, la réalisation de soi. L'objectif du yoga, c'est de pouvoir s'asseoir et méditer. S'asseoir et ne pas bouger pendant des années et des années. C'est pas de savoir faire un handstand. Donc en fait, comprendre le lâcher-prise, comprendre le contentement, comprendre qu'il faut prendre soin de ça. Tu vois, tous ces éléments-là t'aident à trouver ta paix intérieure. Et c'est ça en fait l'objectif du yoga. Aujourd'hui, moi quand je fais des handstands, quand je me plie en 12, c'est pas pour ma paix intérieure. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important, je pense qu'en plus avec les réseaux sociaux, il y a ce côté très démocratisé, très parfois un peu déformé. Mais dès lors que tu es aligné avec tes valeurs et que tu sais pourquoi tu le fais et que tu comprends aussi cette différence entre yoga, sport, handstand, flexibilité, très bien en fait, tu vois. Chacun aura sa manière d'aborder les choses et tant que tu donnes du bon à toi-même et aux autres, où est le problème? C'est plutôt tu vois, voilà. Mais je pense que c'est vrai qu'on montre jamais trop le yoga dans son ensemble. Enfin, du coup, le yoga pour nous, en tout cas, je pense, par exemple en France, c'est vraiment l'heure de ton cours justement de yoga, peu importe le style, mais peut-être pas autant tout l'aspect philosophique. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, le truc, c'est que je vais mettre des guillemets sur le problème parce que moi, c'est mon travail d'être en ligne et j'adore ça et pour rien au monde, je voudrais changer parce que je suis passionnée de visuel, de création de contenu, donc j'associe évidemment toutes mes passions ensemble. Mais le problème, on va dire, c'est que, par exemple, toi, Chloé, si je te parle, je te diffuse une publicité et que je te parle d'un coup de philosophie, est-ce que je vais t'accrocher? Moi. Ouais, par contre, ça. si je te parle d'un grand écart, si je te parle de te dépasser physiquement, d'explorer ton potentiel, là, je vais t'accrocher, tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait un studio en ligne et que je ne fais pas que vendre des programmes parce que j'avais à cœur d'avoir une connexion avec des femmes parce que ma communauté, j'ai des gens, des hommes qui pratiquent avec moi sur YouTube et c'est très bien, j'en suis très contente. Mais on va dire 99% de ma communauté est féminine et ça me va très bien comme ça. Mais on crée des liens. On a toutes des chemins de vie qui sont différents, on a toutes des histoires qui sont différentes. Et j'ai un podcast d'ailleurs qui s'appelle Off the Mat et c'est dans ce podcast et aussi dans mes newsletters parce que j'adore écrire où je partage justement mes états d'âme. Je partage en fait comment la philosophie du yoga depuis que j'ai commencé m'aide quotidiennement et m'a aidé à juste vivre ma vie avec vachement plus de sérénité, tu vois. Plus de compassion, plus de tolérance, plus de patience, plus de tout ça en fait, qui fait que si on m'avait pas donné cette grille-là de lecture, ben, j'aurais pas pu. Après, je dis pas, il y a d'autres grilles de lecture. Hein. On parle de human design, tu vois, d'astrologie. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui vont aborder les choses différemment. Moi, ça a été le yoga. Bah, c'est chacun sa manière, mais si ça fonctionne, c'est très bien. C'est ça, c'est le principal. Du coup, j'ai envie de revenir sur justement les réseaux sociaux, etc. À quel moment tu un peu commences ton compte? Est-ce que du coup, tu avais déjà un compte personnel qui a dévié un peu yoga? Quand est-ce que ça devient un peu... je sais pas si au tout début c'était professionnel, mais à quel moment tu lances un peu tout ça? Alors, t'as fait des recherches ou pas, non? T'as scrollé très bas sur mon compte? J'ai pas scrollé jusqu'en bas, j'ai fait des recherches générales, mais j'ai pas été jusque-là, donc je sais pas la date. En plus, je sais pas si t'aurais pu trouver des choses, je sais pas à quel point j'ai tout supprimé. Ah, je vais citer des choses là. Alors, quand j'ai commencé. Les révélations. Alors, moi, quand j'ai commencé Insta, tu sais, c'est l'époque du petit logo tout vintage où en fait on partageait nos photos de vacances avec nos potes, etc. avec le filtre intégré dans l'application. Donc vraiment le truc un petit peu cheap. Hein. J'ai encore les photos en tête, je me rappelle. Ouais. Et ensuite, en fait, donc, alors moi, je suis quelqu'un quand même d'assez sociable, j'aime rencontrer des gens. J'ai commencé un blog. Et l'époque des blogs, c'était quand même très mode. Enfin, tu vois, le truc le plus visible, on va dire. Enfin, moi, ce que je connaissais, c'était le côté très mode.
Je me rappelle, c'était Betty Oti à l'époque. Je sais pas si tu étais un peu dans le délire, mais... Les vlogs, j'ai jamais trop... T'as jamais été? Je sais pas si j'étais trop jeune, entre guillemets, si j'ai pas trop regardé, c'est vrai qu'on mais on a 10 ans d'écart clé. Je suis pas experte. Ouais. Bah, à l'époque, une des blogueuses influenceuses de l'époque, c'était Betty Otier. Moi, j'adorais la suivre, etc. Et c'est un peu la fille, tu vois, qui était trop bien habillée, qui avait des jolis sacs, des jolis vêtements. Moi, je bossais dans le luxe, donc à l'époque, la mode, j'adorais. Ouais, ça te plaisait. Aujourd'hui, c'est moins... la seule mode que j'adore, c'est les vêtements halo et ça me va très très bien, je me sens trop bien dedans. Mais à l'époque, c'était voilà, petit talon, petit, voilà, fallait être bien habillé en entreprise. Donc, j'ai commencé en fait mon blog. Et j'ai commencé Insta en fait avec. Enfin, ça a été ça marche ensemble, tu vois. Et de là, en fait, j'ai rencontré pas mal de gens dans le milieu. J'étais un peu, tu vois, j'étais invitée dans des events. Enfin, vraiment le truc bateau, quoi. Mais je m'amusais plus avec les photographes, tu vois. Genre, j'adorais rencontrer des photographes. En fait, les potes que je me suis fait, c'était surtout les photographes qui me prenaient en photo que les filles en event où c'était un petit peu du fake. Et c'était pas mon milieu. J'avais un peu l'impression de retomber dans le milieu dans lequel j'étais avant. Donc ça a commencé de ça. Ensuite, ça a dévié dans un compte du coup photographie où j'étais photographe parce que je me suis reconvertie en tant que photographe. Donc j'étais photographe de mariage, je faisais des portraits, je faisais des photos aussi des influenceuses, enfin tu vois des trucs comme ça. J'adorais les photos food, donc dans les cafés, tu vois, j'avais un peu des genres de guides de Paris et tout ça, c'était vraiment le truc qui me plaisait. Et de là, du coup, j'ai rencontré des influenceurs qui étaient plus dans ce milieu-là et je me sentais mieux, tu vois, plutôt derrière la caméra que devant en train de marcher place Vendôme en talons aiguilles, tu vois. Ouais, d'accord. C'était plus ma vibe. Et donc de là, en fait, mon compte a plutôt bien marché. Je me rappelle, j'ai dépassé les 10 000 abonnés. Donc à l'époque, 10 000, voilà, tu pouvais faire le swipe, tu avais accès aux liens et tout, c'était incroyable. Ah oui. Ouais. Maintenant, le 10 000, c'est plus 100 000, j'ai envie de te dire, tu vois. Et puis, après, de fil en aiguille, ben, comme j'étais à fond dans le yoga et que j'adorais ça, j'ai commencé à partager ma pratique. Mais de manière vraiment perso, tu vois. Enfin, mon compte était public, mais je partageais pas, j'essayais pas forcément de faire du beau. Enfin, juste, en fait, j'adorais pratiquer le mouvement et je partageais ce que je faisais. Et en fait, mon compte a vraiment décollé quand j'ai arrêté de parler de tout et de rien, parce que je parlais de tout et de rien, tu vois, sur mon compte, je parlais de véganisme, d'activisme, de yoga, de photos, d'adresse à Paris, etc. Et à l'époque, les algorithmes étaient un petit peu moins durs, tu vois, donc j'avais grave d'engagement, je pense que j'avais presque même plus d'engagement que ce que j'ai maintenant. C'était facile d'avoir 3000 likes sur un post d'une pomme, quoi, tu vois. Vraiment, c'était ça à l'époque. Et en fait, quand il y a eu la pandémie, c'est là en fait que j'ai commencé mon business en ligne, que j'ai créé mon site internet. Et au tout début, la première comment on appelait ça c'était pas une pandémie, c'était quand tout le monde a dû rester enfermé chez eux. Le confinement. Premier confinement, voilà, c'était ça le mot. Ouais. Tout le monde, en fait, tous les profs de sport, de yoga ont commencé en fait à donner des cours en ligne sur Insta gratuitement. Et je me suis dit, j'ai trop envie de faire ça, en fait, j'ai envie de partager. À l'époque, c'était tellement pas un métier qu'en fait, c'était juste, j'ai à cœur en fait de partager quelque chose. Donc, j'ai commencé à faire des lives Insta et en fait, on m'a demandé, tu vois, mais pourquoi t'as pas envie de lancer des programmes? On m'a demandé de m'acheter des choses, tu vois. Alors qu'il n'y avait pas le produit. Ouais, et l'humain, même je me suis dit, mais à quel moment on me demande d'avoir des choses payantes alors que je propose des trucs gratuits, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais entourée de gens qui étaient hyper bienveillants et qui avaient juste envie, c'était d'apprendre avec moi et qui étaient prêts en fait à prendre des cours payants avec moi. Et de là, j'ai vraiment, tout mon compte s'est recentré vers le yoga parce que c'était un peu mon message premier, tu vois. Et de là, vraiment, de fil en aiguille, j'ai bossé comme une ouf et tout pour développer un peu mes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube. À l'époque, j'ai créé des programmes en ligne. J'avais pas le studio en ligne. À l'époque, les studios en ligne n'existaient pas trop. Je pense qu'avec vraiment beaucoup d'humilité, mais je pense que j'étais un des premiers studios en ligne en France parce que c'était très développé aux États-Unis. Nous, en France, on est toujours à la ramasse de tout. Donc, j'étais un des premiers studios en ligne. En fait, j'avais créé un programme, petite anecdote, long story short, j'ai perdu le programme au dernier export de la 200e vidéo. Je ne sais pas si mon disque dur externe a craché, il n'en pouvait plus. Je me rappelle, j'exporte la dernière vidéo, je pars déjeuner avec une copine en me disant « Ouais, ça y est, des semaines et des semaines d'enregistrement, de machin. » Je reviens, disque dur craché, plus rien. Et là, je me rappelle, j'étais devant l'ordi, je vais prendre 2-3 jours de repos et puis je verrai après ce que je fais. Et en fait, je me suis dit, je me vois pas repartir. En fait, je n'ai pas la force mentale en fait, de tout refaire. Et puis, ça m'excitait plus autant, du coup, parce que je l'avais fait, tu vois. Oui.
Évidemment, j'étais bête à l'époque, je n'ai pas fait double sauvegarde, hein, parce que tu peux dire, tu as un drive, tu as un cloud. Non, 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 non. Bah, on l'apprend toujours après qu'on ait perdu toutes les C'est données ça. une première fois. Ouais, ça m'a presque servi de leçon, c'est-à-dire que j'ai un peu refait ces mêmes erreurs parce que je suis tellement pas dans la technologie. Mais bref, du coup, je me suis dit, en fait, je vais proposer quelque chose que je vais alimenter. Et tout ce que j'avais fait, je vais le faire, mais doucement, petit à petit. Oui. Et c'est là qu'est né, en fait, le studio, est né l'abonnement. D'accord. Donc du coup, le format, c'est tu postes des contenus régulièrement, tu as aussi des cours Enfin, ça se passe Ouais. comment Alors à l'époque, je t'avoue que c'était encore un genre de gros programme, ça me demandait... Enfin, c'était vraiment... Tout a évolué au fil des mois et des années, des retours des filles, de moi. Tu vois, au début, c'était une charge de travail astronomique, ce que je voulais faire, parce que j'ai toujours cette idée de vouloir faire quelque chose. Après, je me rends compte, en effet, que c'est trop et que je suis qu'une seule personne. Mais aujourd'hui, le studio, il y a plus de 400 cours dessus. Donc, c'est une librairie de cours que j'alimente en continu. Donc, au début, j'en postais peut-être 2 par semaine. Et maintenant, tu vois, des cours... Enfin, en fait, ça va dépendre des cycles, on va dire. Mais là, cette année, c'était beaucoup de cours live. Donc, 1 ou 2 cours par semaine live que je mets en replay sur la plateforme. Donc, du coup, après, tu as le cours qui est disponible en illimité. Et 1 ou 2 cours préenregistrés que je mets sur la plateforme. Avant, c'était plus 4 à 8 cours par mois et peut-être 1 cours live. Tu vois, ça change, ça évolue. Ça dépend de mes voyages, ça dépend de ce que j'ai envie aussi de donner. Voilà. Là, en ce moment, je suis à fond dans les cours live et du coup, bah, j'ai envie d'être dans ce contact-là, donc je le fais. Et voilà, et après, qui suit, qui suit moins, suit moins. Mais j'ai 400 cours dessus, donc tu les accèdes quand tu veux, en illimité. Donc, tu as ça, tu as la communauté. On a un groupe Facebook privé. Donc, ça, c'est trop cool. Sur Insta, on se soutient aussi. Les filles partagent leurs stories, leurs pratiques, etc. Donc, c'est cool. Et voilà. Non, Et enfin, je sais pas du coup, tu as des chiffres ou quoi, mais je crois que ton compte Instagram, il a plus de 110 000... Je sais non, plus ça, exactement. c'est YouTube. C'est YouTube. Ouais. Et donc, enfin, en tout Ouais. confondu, tu as quand même Ah oui, beaucoup tout de confondu, personnes. ouais. Et du coup, tu as quand même réussi à créer une petite communauté de personnes avec qui tu échanges, en plus de... Bah, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent, mais qui peut-être pratiquent pas, ou juste Ouais. tout ça. Donc, ça t'a apporté quoi aussi, d'avoir cette petite communauté? À quel moment tu t'es dit que tu voulais vraiment aussi un contact, peut-être pas physique, mais en tout cas par message Bah, tu vois, que les réseaux sociaux et des échanges de commentaires avec des personnes que tu n'as jamais vues. Si j'avais que ça, mon métier n'aurait pas autant de sens qu'il en a aujourd'hui. Et là, j'ai un vrai attachement émotionnel. Tu vois, c'est pour ça aussi que je fais une retraite tous les ans. C'est un peu... alors, avant, j'en avais 2. Là, depuis cette année, j'ai repris à 1 parce que c'est un peu mon mariage, tu vois. J'ai envie que ce soit notre rendez-vous annuel. J'ai envie qu'il soit beau, j'ai envie qu'il soit fort. Et pour qu'il soit beau et fort, il faut qu'il soit rare aussi et qu'il soit ponctuel. Donc, voilà, c'est un peu ce noyau qui s'est créé au sein du studio avec une communauté qui est encore plus intime, avec des filles que je rencontre aussi pendant les masterclass. Ou après, il y a des filles qui sont pas sur le studio et qui reviennent à toutes les masterclass et je connais le visage et voilà. Donc évidemment, de toute façon, dans une communauté, tu auras toujours ton noyau et puis après, tu auras un peu plus de personnes qui vont être autour et qui vont aller peut-être un peu plus à gauche, à droite, tu vois. Mais voilà, ça dépend toi aussi en tant que pratiquant / consommateur, ce que tu veux. Est-ce que tu as besoin d'une prof ou... Tu vois, moi, souvent, on m'a dit, bah, je suis allée tester d'autres profs, je suis allée tester d'autres studios et qui reviennent en me disant, bah, en fait... c'est toi qui me convenais le mieux. C'est tes cours qui me conviennent le mieux, donc je préfère rester à ça. Et voilà, tu vois, de toute façon, c'est très personnel. Oui, et ça représente combien de personnes, peut-être à peu près, qui, on va dire, du coup, de pratiquantes régulières, ou que tu vois, ou que tu connais en tout cas Ce serait difficile à chiffrer. Sur le groupe Facebook, elles sont plus de 500. Quand même. Mais pas 500 actifs, tu vois. Oui, enfin, oui, je veux dire... je veux pas dire de bêtises, mais tu vois, genre, sachant que, je sais pas, ça fait 3 ans que je fais des retraites, ça peut-être une 50aine, tu vois, de filles avec qui vraiment j'ai un lien particulier, tu vois. Mais ouais, c'est difficile d'évaluer quand même parce que, tu vois, je pense à des filles qui sont que sur YouTube, mais qui pratiquent tous les jours avec moi sur YouTube. Ouais. Pour autant, je vois exactement qui c'est, elles viennent aux masterclass, enfin, tu vois. Le studio, effectivement, il y a quelque chose de très fort, il y a quelque chose de exponentiel, tu vois, c'est vraiment particulier parce que moi je suis sur le groupe Facebook tous les jours, je poste tous les jours, je parle avec les filles vraiment tous les jours.
ce que tu n'as pas forcément sur Insta. Sur Insta, je choisis quand j'ouvre des DM, je choisis quand je réponds à des commentaires. Donc c'est un petit peu différent, ouais, le lien n'est pas le même. Même, tu vois, en retraite, je crée toujours des groupes WhatsApp. Donc les groupes WhatsApp, ils continuent d'exister, on continue de s'envoyer des messages, etc. Les filles ont mon numéro, enfin, tu vois, ça reste hyper accessible. Ouais, et du coup, justement, t'aimes bien avoir un peu ces deux aspects, parce que justement, YouTube, c'est très impersonnel un peu. Enfin, justement, n'importe qui peut voir et pratiquer même du coup, gratuitement. T'aimes bien avoir ces deux aspects. D'un côté, tu partages peut-être au plus grand nombre, entre guillemets, et en même temps, c'est accessible à plus... Je sais pas si c'est de manière plus approfondie. Ça y est, j'arrive plus à parler. T'aimes bien avoir ces deux, parce que t'as aussi le podcast, tu partages un peu vraiment partout. Ouais. Donc t'as besoin aussi d'être un peu partout. En fait, sur tu ces vois, j'ai domaines. même pas de temps, je me suis même pas dit, j'ai même pas pensé d'un point de vue business ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai juste utilisé les plateformes qui me semblaient le plus appropriées pour le type de message que j'avais envie de donner et pour la manière dont j'avais envie de le donner. Sur YouTube, je le considère un peu comme une manière de pouvoir essayer mes cours gratuitement. Parce que je comprends en fait, un prof de yoga, c'est un peu comme ton médecin, tu vois, genre tu veux que ton médecin, enfin tu t'entendes bien avec lui, tu aies confiance en lui, etc. et que ça colle en fait. Donc je trouve que YouTube pour ça c'est pas mal. Tu vois par exemple Chloé, tu as envie de commencer le yoga, il y a plein de séances débutantes, tu vois, sur ma chaîne. Tu dis vas-y, je tape yoga débutant, tu tombes sur ma vidéo, tu vas en faire une, tu vas en faire 2, 10, voilà, jusqu'à ce que tu prennes déjà toi confiance en toi et dans ta pratique. Et ensuite tu dis en fait, j'ai essayé plein de vidéos YouTube, mais j'avoue, Marine, c'est avec elle que je préfère pratiquer. Tiens, je me sens prête à aller un peu plus loin et je vais aller regarder son studio en ligne, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu ça, et effectivement, non seulement la relation elle est plus superficielle sur YouTube qu'elle ne l'est sur le studio, mais le type de pratique et d'enseignement que je vais donner est forcément par le même. Tu as un abonnement payant sur le studio, donc les cours sont plus longs, on va beaucoup plus en profondeur. Je reste tout le temps pour répondre aux questions, tu vois, sur les pratiques personnelles. Les filles grandissent dans leurs pratiques physiques beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Mais encore une fois, l'intention ne va pas être la même. Si Chloé, tu vois, tu as envie de faire juste ton petit cours, je sais pas, le samedi et le dimanche matin, et tu n'as pas envie d'aller plus loin, c'est juste pour te sentir bien, pour avoir 20 minutes pour toi tous les jours, effectivement, YouTube, ce sera parfait pour toi. Mais pour quelqu'un qui se dit, voilà, j'ai envie de me lancer des challenges, j'ai envie de gagner en force, j'ai envie d'être plus flexible, bah là, tu te dis, ok, là, t'investis en toi-même, en fait. C'est comme pour n'importe quoi, en fait. À un moment, tu peux pas avoir, on va dire, tout gratuitement et avoir l'expertise de quelqu'un gratuitement quand tu as des objectifs qui sont élevés. Mais je pense que ce format, ça fonctionne. Enfin, ça se voit d'ailleurs sur YouTube, mais comme tu dis, de tests un peu pour après aller éventuellement vers une version payante ou plus approfondie, je pense que ça marche. Ça marche bien. Enfin, moi, en tout cas, ça marche avec moi aussi. Mais tu vois, il y avait aussi cette volonté de pouvoir proposer le yoga à tout le monde, tu vois. Alors après, évidemment, ça convient ou ça convient pas. Il y en a qui aussi qui aiment les cours en présentiel. Mais te dire que c'est gratuit et que si tu as envie de bouger un petit peu ton corps et d'être guidé par quelqu'un qui est professionnel, tu peux le faire. Et tu peux le faire n'importe où. Ouais, et tu peux le faire n'importe où. Aussi, c'est un tapis, à peu près même pas parfois. Et du coup, on parlait tout à l'heure du handstand et tout ça, tu proposes aussi ces cours en ligne ou ça c'est plus ta pratique personnelle parce que c'est encore autre chose, un peu comme tu disais que le yoga. Tu proposes aussi ça ou c'est plus... Ça me semble plus dur vu comme ça à enseigner aussi, c'est pour ça que je te Non, demande... c'est une très bonne question. Coupe. Pas que je leur disais. C'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est très juste ce que tu dis. C'est pour ça que maintenant, tu vois, sur mon compte Insta, je mets yoga, handstand et flexibilité. Je sépare vraiment les choses parce que le yoga, finalement, tu restes sur une pratique peut-être presque un peu plus routinière, un peu plus soft, un peu plus dans le côté bien-être. Et pour le handstand, la flexibilité, t'es quand même, c'est plus physique, tu vois. Tu as un côté vraiment plus performance. Donc aujourd'hui, le studio, je fais un peu des deux. Tu vois, je propose des programmes à peu près tous les 2 mois, soit flexibilité, soit inversion, soit autour d'un thème, soit handstand. Le mois dernier, justement, en avril, on avait fait un programme 100% handstand. Et donc, toutes les semaines, elles avaient des lives. Et là, pour le coup, c'était vraiment comme j'aime enseigner le handstand, tu vois. C'est pas un flow handstand parce que un flow handstand, ça va te préparer au handstand, mais est-ce que ça va vraiment t'apprendre la technicité d'un handstand?
il va falloir en faire beaucoup des cours. Là, pour le coup, c'était plus des cours en mode warm-up, un truc hyper efficace sur les zones ciblées du corps. Ensuite, on avait une partie plus atelier avec le mur, des exercices, des drills, quelles sont les parties du corps, quelles sont, tu vois, les actions à comprendre, etc. Donc là, c'était un petit peu plus costaud et un petit peu plus fonctionnel, on va dire. Et flexibilité, là, aujourd'hui, mon enseignement, en fait, il mixe un peu tout ça parce que c'est ce que je fais moi dans ma pratique. Donc, c'est un peu de yoga, un peu de flow préparatoire et ensuite un peu plus ce que j'appelle des drills, des exercices un peu plus techniques, un peu plus fonctionnels où tu vas bosser ta flexibilité, ta mobilité et ta force. Ok. Et tu dirais que c'est... je pense que tout le monde se pose la question peut-être, on voit tes photos la tête en bas, mais est-ce que c'est accessible quand même à peu près entre guillemets n'importe qui, ou est-ce qu'il faut des bases, est-ce que même en tout débutant, un jour on arrivera à faire, je sais pas quelle inversion ou quel handstand, comment t'enseignes à tout type de public par exemple Ouais, ou... en fait, n'importe quoi que tu veux commencer, dès lors que tu n'as pas un handicap physique, parce qu'effectivement, si tu as un handicap physique ou si tu as des limitations, même une scoliose, des choses comme ça, c'est des choses qui vont avoir forcément un impact sur ta pratique. Mais tout le monde peut commencer. Ce que je fais est à un niveau, on va dire, plus, plus, plus. Mais à un moment, il faut bien commencer plus bas pour ensuite évoluer. Donc, c'est vrai que c'est là aussi où le discours est parfois un peu difficile. Enfin, c'est trouver le juste angle. Parce que moi, je partage ma pratique. Je vais pas, tu vois, je vais pas faire un chien tête en bas si je sais faire un équilibre sur un doigt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que moi, enfin, vraiment, mon Insta, ça a toujours été mon blog personnel. Et j'ai pas envie que ça change. J'ai envie de continuer de partager mes carnets de pratique, mes carnets de voyage, tout ça. Mais j'enseigne à absolument tous les niveaux. Et les filles qui sont sur le studio, on va dire dans les 3/4 du temps, c'était j'ai jamais osé venir sur ton studio, ou en tout cas j'ai mis du temps à venir sur ton studio parce que je pensais ne pas être à niveau. De même que pour les retraites. Tu vois, moi j'ai des filles qui m'envoient des messages, voilà Marine, je sais pas faire un handstand, est-ce que tu penses que je vais m'en sortir? Oui, je suis professeure. Je suis là pour t'apprendre à partir de là où tu es. Et j'adore enseigner aux débutants aussi. Enfin, moi, j'adore l'ouverture d'esprit qu'ont les débutants, justement, parce qu'ils partent d'une page blanche et ils n'ont qu'une envie, c'est d'apprendre et de se nourrir de quelque chose de nouveau. Donc moi, au contraire, tu vois, tu te dis, ok, elle a une pratique super avancée, ça veut dire qu'elle a vachement conscience de son corps, elle a compris son corps, elle comprend l'anatomie, donc waouh, génial, j'ai une super prof qui va pouvoir m'enseigner sans me blesser. Mais je pense que c'est un peu le biais des réseaux Ouais. sociaux, mais même sur le... montrer le côté positif alors qu'on va pas montrer toi en train de pleurer sous la couette. Enfin, Ouais, c'est sûr que c'est moins, c'est ça. c'est tout de suite moins vendeur et C'est on pour n'a ça pas qu'il y a envie. mon Donc podcast et ma newsletter dans laquelle voilà. je dis que je pleure. Voilà. Bon, bah, Je suis humaine, voilà. ça me fait la transition, transition pleurs. Mais c'est quoi du coup ce que tu partages sur ton podcast, c'est ta newsletter et pourquoi t'aimes faire ça vu que du coup tu vas pas partager une pratique de yoga Ouais. en podcast justement, Non. j'imagine. Donc qu'est-ce que tu partages dans ça, dans tes deux... Alors, au tout début, le podcast, il est né, je partageais plus de la philosophie du yoga parce que c'était des enseignements que j'avais eus et que je trouvais super intéressants. J'avais trop envie de partager en fait tout ce que je connaissais. Je me disais, il y a tellement de gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire un teacher training, qui d'un point de vue pratico-pratique, juste ne peuvent pas aller faire une formation. Donc, j'ai commencé à partager ça. Et ensuite, j'ai un peu écumé, si tu veux, mes connaissances et je me suis dit, mais j'ai envie de continuer de partager, j'ai envie de continuer de parler. Et j'ai commencé à parler un peu de ce que je vivais au quotidien, les obstacles de vie que je rencontrais, les expériences douloureuses. Souvent, c'est des choses un peu plus douloureuses, tu vois, dont je partage. Et comment, en fait, finalement, cette philosophie du yoga, elle m'a aidée à dépasser, en fait, ces obstacles, tu vois, à prendre la patience, à prendre le lâcher-prise, le contentement, que ce soit quand tu perds une amie, quand tu as une rupture amoureuse, quand tu dois faire des choix et que tu essayes de te détacher de l'approbation de tes parents, enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui, finalement, en fait, quand tu en parles, tu vois, quand je te donne ces mots-là vulgarisés, on va dire, tu dis, ah oui, ça me parle. Par contre, si je te parle de Ahimsa, Santosha, tu vois, toutes ces choses, je dis, qu'est-ce qu'elle me raconte Ouais, voilà, tu vois. Donc, c'était un peu cette manière de vulgariser la philosophie du yoga avec des termes qui nous parlent à tous et à toutes pour dire, waouh, en fait, je suis pas seule, en fait. Et moi, c'est ce truc où, tu vois, genre, j'ai toujours été seule, j'ai toujours avancé seule, j'ai toujours été un électron libre. Et de temps en temps dans ma vie, et encore aujourd'hui, j'aimerais avoir quelqu'un qui me dise, t'inquiète, pareil, tu vois, je vis la même chose, je traverse les mêmes choses
Et voilà ce que j'ai appris. Et voilà les conseils que je peux te donner. Et en fait, c'est un peu ça, avec beaucoup d'humilité. Et je le dis tout le temps parce que je ne suis pas psy. Je ne suis pas philosophe non plus. Juste, en fait, je partage ce que je traverse, ce que j'en ai appris. Et d'une certaine manière, si toi, ça peut t'inspirer, si ça peut t'aider, si tu peux avoir des déclics, tu vois, juste en m'écoutant, génial. Et la newsletter, c'est un peu... alors, la newsletter, j'en envoie toutes les semaines. Il y a une lettre qui part tous les jeudis, donc il y en a une tous les lundis qui est plus un peu genre agenda, planning, les cours, tu vois, le côté un petit peu plus pratico-pratique. Et le jeudi, c'est une lettre de mon cœur. J'écris quelque chose. Et c'est vraiment, quand je l'écris, c'est mon journal intime. Je les relis pas. Je les écris, je les envoie ou je les programme, tu vois. Et je préfère pas les lire. En fait, c'est tellement personnel que je me dis attends, t'es sûre que t'as envie d'envoyer ça? Ouais. Et en fait, je me dis oui, j'ai envie de l'envoyer. J'ai envie de l'envoyer parce que j'ai pas envie qu'on me mette sur un piédestal. Deux, tu vois, cultiver un genre de trigger en mode elle a l'air parfaite parce que ses postures de yoga elles sont parfaites, parce qu'elle voyage tout le temps, parce que non, en fait, la vie elle est complexe pour tout le monde, on a tous nos complexités. Après, je me considère comme quelqu'un de privilégié, évidemment, mais j'ai aussi mes états d'âme et je pense que, comme tu le disais, moi aussi, ça m'arrive de m'asseoir dans ma douche souvent et de pleurer et de me sentir perdue et de me demander si le choix que j'ai pris était le bon, me demander qu'est-ce que je ferai demain, et est-ce que je suis encore heureuse, enfin tu vois, toutes ces questions-là que en fait tout être humain, toute femme de la trentaine se pose. Je pense que ça aide d'avoir pas un retour d'expérience, le podcast ou la lettre, c'est un peu ta copine indirecte ou tes copines indirectes, ou de voir... Enfin, moi, je pense que ça aide vraiment beaucoup de gens d'entendre parler d'autres personnes qui ont eu des problèmes justement ou qui peuvent comprendre indirectement ce que toi tu fais, même si tu les connais pas en physiquement. Et puis je pense que c'est pareil, par exemple le podcast c'est le truc pratique aussi dans la vie de tous les jours. Je veux dire, peu importe l'activité dans les transports ou n'importe où, c'est aussi facile à écouter. Enfin, un peu comme on veut, donc et même en différé, en tout ce que tu... Donc, et c'est pareil, le podcast c'était plus récent ou tu l'as commencé à peu près avec tout le dans le flow de tout ce qui est Non, je l'ai arrivé. commencé dans le flow de tout. Et je crois que ça a été vraiment un des premiers trucs que j'ai lancé. Je me rappelle, le premier podcast que j'ai enregistré, j'étais assise par terre dans ma guest house à Bali. Et je crois que le premier, il y a encore, c'est Welcome épisode 0. Je crois qu'il fait 10 minutes et je dis, voilà, je commence un podcast, je sais absolument pas ce que ce sera. Je ne sais pas si je vais le continuer. Et c'est tout ce que je dis dans cet épisode-là, tu vois. Ah, mon introduction de podcast est catastrophique aussi. Ah non, mais il faut bien, en fait, tu vois, et c'est ce genre de truc que typiquement je pourrais partager dans un podcast ou dans une newsletter. Je dirais en fait, lâcher prise sur le perfectionnisme, lâcher prise sur non, c'est pas assez bien, le son n'est pas assez parfait, le fond que tu racontes, il n'est pas assez deep, blablabla. En fait, tout ça, c'est juste des peurs de se lancer dans quelque chose, mais en fait, quand tu apprends que rien n'est parfait, que la perfection c'est une illusion, en fait là tu te lances vraiment et tu comprends que plus tu fais, plus tu crées, plus les choses se créent, plus les choses se développent, moins tu fais, plus tu restes enfermé dans une situation qui potentiellement ne te plaît pas. C'est plus dur de se lancer, mais... Ah bah oui, c'est plus dur. Ouais, ça peut que aller mieux. Enfin, au pire, tu resteras au même stade. Enfin, bien souvent, en tout cas. Mais tu vois, c'est cette expression, si rien ne change, rien ne change. Donc en fait, si toi, par exemple, tu me dis, en fait, j'en ai marre de ça, n'importe quoi, j'en ai marre, je me sens lourde. Tu vois, je me sens lourde tout le temps parce que tu passes toute ta journée, 364 jours dans l'année, devant un bureau. Et bien en fait, tu vas te plaindre jusqu'à 60 ans si tu ne te dis pas, vas-y, je vais m'inscrire dans une salle de sport ou je vais faire une activité ou je vais faire des marches, enfin peu importe, tu vois, mais si tu ne changes pas quelque chose dans ton quotidien, dans ta vie, tu te sentiras pas bien dans ta peau jusqu'à peut-être la fin de tes jours, tu vois. Et c'est un peu triste. C'est un peu triste, on est d'accord. On ne peut pas faire ça. Oui, totalement. Et comment tu organises un peu du coup ta journée, semaine? Je ne sais pas s'il y a une organisation particulière, mais entre le podcast, la newsletter, ta pratique à toi, est-ce qu'il y a un quotidien un peu défini ou est-ce que c'est totalement libre? Non, c'est totalement libre. Franchement, c'est totalement libre. Je fais juste, j'ai des grilles avec, tu vois, des dates de publication, des choses comme ça. Donc, je m'assure que le contenu soit prêt au moment où j'ai envie de le publier pour garder une certaine régularité. Mais j'ai souvent un peu d'avance. Les podcasts, maintenant, j'en poste moins parce que j'ai dépassé les 100 épisodes et que j'ai plus envie d'enregistrer ou j'ai pas envie d'enregistrer des podcasts juste pour dire j'enregistre un podcast. J'ai envie d'enregistrer un podcast si j'ai quelque chose de substantiel à partager, tu vois. Là, ça fait peut-être 2 mois que je n'ai pas enregistré un podcast,
peut-être pas 2 mois, mais tu vois, 1 mois, parfois j'en enregistrer 2 ou 3 dans la même semaine. Parce que je suis inspirée et parce que j'estime que mon métier, c'est un métier de créatif, c'est un métier d'intuition. Et que si je me limite en fait à un truc Excel où un jour je dois enregistrer un cours alors que je suis fatiguée, ou je dois enregistrer un podcast alors que je ne sais pas du tout de quoi parler, la qualité de mon contenu sera moindre et parlera beaucoup moins aux personnes qui vont le consommer, tu vois. Donc tous les matins je fais ma pratique, ça c'est sûr, que ce soit doux ou que ce soit plus intense. Ensuite, petit café, petite session laptop. Donc là généralement c'est les moments où je fais les trucs les plus simples, genre répondre à des mails, poster des trucs sur Insta, enfin vraiment le truc qui me sont faciles. Et après, je rentre chez moi, je travaille l'après-midi chez moi avec mon 2e café du jour. Et là, soit je fais des editings de vidéos, soit j'enregistre des voice-overs, soit j'enregistre un podcast. Hein, tu vois, comme tu dis, j'ai un vaste arbre de choses que je peux faire. Je choisis, on va dire, je pioche en fonction de ce que j'ai envie de faire. Ok, ouais. Donc tu restes quand même plutôt libre de pas faire ça si t'as pas envie justement ou de... Ouais. Mais je pense que c'est intéressant la question de, comme tu disais, de créatif et tout ça parce qu'il y a tellement de pression avec les réseaux sociaux et du coup ton métier, indirectement, faut poster tel jour, telle date, telle heure et tout. C'est intéressant que tu dises que tu te permets quand même de poster, d'enregistrer ou pas et de poster ou pas, même si j'imagine que t'as forcément des deadlines des fois un peu. Mais... Comme je te dis, j'ai du contenu qui est planifié. Je veux dire, j'ai des dates parce que je veux avoir cette régularité parce que c'est important pour moi, ça reste aussi mon travail. Mais comme je te dis, tu vois, parfois je peux enregistrer 4 cours d'un coup. Du coup, en fait, j'ai un peu d'avance. Donc ça me laisse cette liberté, pareil pour les podcasts, de ne pas enregistrer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être parfois mois, tu vois. Là, c'est le mois de mai quand on enregistre cet épisode. C'est le mois retraite, festival, présentiel. J'ai pas le temps ce mois-ci, j'ai pas l'énergie d'enregistrer des cours. Je donne des cours en live, bien sûr, mais j'ai pas le temps de créer des programmes, j'ai pas le temps trop d'enregistrer des podcasts. En fait, je me sens fatiguée. Quand un créatif est fatigué, il n'y a rien de bon qui va en sortir. Par rapport un peu aux deadlines et tout, vu que je sais que tu travailles avec Allo, je pense que tu vas peut-être mieux l'expliquer que moi, mais que tu es sponsorisé par la marque et tout ça. Est-ce que justement ça te met un peu des deadlines de contenu, etc. Comment vous fonctionnez ou est-ce que c'est assez libre et tu... Alors, quand tu travailles avec une marque, forcément, tu as une obligation, on va dire. Après, ils sont quand même assez... je pense que beaucoup de gens ont une image assez négative de cette marque, pas tout le monde, hein, mais parce que ça reste ça reste une très grosse marque américaine. Moi, c'est une marque que j'adore. J'avais fait un shoot pour une campagne printemps à Paris avec eux. Les équipes sont juste incroyables. Vraiment, c'est vraiment des gens trop drôles. On s'est marrés. J'adore. Et puis en plus de ça, c'est une marque qui est éthique. Je veux dire, ils fabriquent tout de manière complètement éthique. Les matières sont éco-responsables. Les baskets que j'ai sont de cuir vegan. C'est une super marque. C'est vrai qu'ils déballent beaucoup, beaucoup de nouveautés. Voilà, faut suivre. Mais après, on n'a pas tant de contenu que ça à créer. J'en poste à peu près 10 fois, voire 100 fois plus que ce qui m'est demandé. D'accord. Je travaille pas avec une marque qui ne me plaît pas. Je partage autant maintenant que ce que je partageais avant d'être sponsorisée. Et je pense que c'est aussi comme ça que tu choisis tes bons ambassadeurs en tant que marque. C'est qu'en fait, juste t'aimes la marque, on t'aime, it's a match, on a envie de te remercier. Tu vois, c'est un peu ça. Tu vois, genre ils nous envoient des tenues en fonction des lancements. Donc forcément, je dis n'importe quoi, si le rose est lancé le 15 mai, il faut que tu aies préparé ton contenu quand même un peu à l'avance pour qu'à partir du 16 mai, 15-16 mai, tu puisses poster du contenu parce que c'est quand même ton travail en tant qu'influenceur réseaux sociaux de partager et de communiquer le message, tu vois. Ouais. Mais je veux dire... pour moi, c'était pas une maison. Comme je te dis, moi, j'ai bossé, j'étais chef de produit chez Dior. À un moment donné, plus rien ne m'a fait peur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Quand tu as ce bagage-là, quand tu as mis une pression pas possible, que tu jonglais de projet en projet, en tant que stagiaire, il m'avait même donné une stagiaire, alors, c'est pour te dire, tu vois. Donc, quand tu es formé très tôt comme ça, moi, je suis un rétro-planning à moi-même, tu vois. Donc j'ai cette capacité, mon ascendant est vierge, j'ai cette capacité à être hyper structurée, hyper organisée, hyper carrée, hyper pro aussi, parce que mon passé, tu vois, en tant que chef de produit. Donc évidemment, je dis pas, si t'étais, avant t'étais, je sais pas, infirmière ou quelque chose qui n'a rien à voir avec le côté bureautique ou marketing, effectivement, ça va être plus difficile pour toi de te lancer seule. Ouais, c'est sûr.
Mais c'est bien de savoir que tu es organisée, tout le monde l'est pas, donc Ouais. c'est bien. Discipline. Beaucoup de Et discipline. est-ce que tu as des inspirations un peu justement pour, par exemple, ton contenu Instagram, il est très, j'allais dire dans un style, mais il y a une ambiance un peu... Bah, tu vois. dis-moi, parce que justement, moi, je ne sais pas. Ah bah c'est ma question piège. Ouais. Non, moi je trouve que c'est très... tu sais, même le ton des couleurs, tu vois, par exemple, il y a un ton particulier, c'est un peu... Enfin, tu vois, c'est quand même coloré et tout ce que tu portes, par exemple, mais le ton est... je trouve Vieillit pas un le... peu. Ouais, tu vois, ça fait une certaine ambiance, c'est toujours... Et je trouve que c'est esthétique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Tu sais, ça vient par les postures et ce que tu fais, mais tu vois, ça... Tout Et un fit style, ensemble, quoi. Ouais. on va dire. Alors, comme je te dis, moi, je suis une créa, donc l'art, j'aime le beau. J'ai bossé dans le luxe parce que j'aime le beau. Et j'ai toujours aimé le contenu visuel. Ouais. Donc, pour moi, make sense que mon feed doit être beau, ok? Non, mais c'est ça, donc, il est beau. Voilà, j'ai ma petite galerie pré-préparée et je bouge les trucs pour me dire, ah, ça va bien. Tiens, je vais mettre un peu noir et blanc parce que la couleur, j'aime pas. Enfin, tu vois, genre, des trucs comme ça. Après, c'est mon style à moi. C'est-à-dire que c'est ma patte. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à être quelqu'un que je ne suis pas. J'ai pas cherché à créer le contenu, un esthétisme particulier pour ressembler à un tel. Tu vois. Je teste des trucs, j'aime, oh l'angle il est beau, ah tiens cette posture ce serait joli, oh tiens parce que j'ai ce truc là, tu vois, enfin je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais je me dis oh tiens bah tiens gris et vert ça va super bien, je sais, ça c'est typique de moi, tu vois, je sais que l'hôtel dans lequel je vais aller les murs sont ocre, attends je vais prendre la soit un beige, non mais tu vois je vais prendre un truc qui va matcher pour que ce soit joli, tu vois, forcément. Ouais, on teste le nouvel angle de canapé d'ailleurs pour les Voilà, personnes qui nous écoutent. On a fait matcher la lampe blanche avec donc, nos chaussettes aussi nos noires. Chaussettes match, on a tout calculé Voilà, on a tout calculé. en venant. Je pense qu'au bout d'un moment, et c'est aussi des choses dont je me rends plus compte, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont maintenant naturelles, mais qui pour beaucoup ont besoin encore aujourd'hui d'être pré-réfléchies, tu vois. Bah, tant mieux si ça se fait tout seul pour... Pourtant, en tout cas, ça se ressent comme ça de l'extérieur, j'ai l'impression, mais si c'est naturel, c'est encore mieux. Alors, j'ai quelques petites questions, c'est un peu des petites questions, je sais pas, on va dire rapides, que je pose à tout le monde, comme ça me fait une petite banque de données après pour les épisodes. Ça fait peur, hein, une banque de données. Ça fait peur. Non, pas banque de données, je rigole. C'est mauvais terme. Non, ma première question, c'est, alors du coup, je sais pas si tu vas te qualifier en tant que tel, en tant qu'artiste, mais même personne créative, par exemple. C'est quoi ta définition un peu, j'aime bien poser cette question, tout le monde ne l'aime pas, de qu'est-ce que c'est qu'un artiste ou la vie d'artiste, c'est quoi un peu les grands mots, par exemple, qui viennent... Non, j'aime beaucoup cette question. Bon, bah parfait, tout le monde l'aime pas. Alors, vie d'artiste, je sais pas. Parce que, bon, quand même, moi, enfin, en tout cas... Enfin, de créatif. Ouais. Pour moi, un créatif, c'est quelqu'un qui est libre. Et c'est quelqu'un qui a confiance en sa créativité et en son sens artistique pour se dire, en fait, ça, c'est l'expression de mon art. Et ça ressemble à ça, en fait. Et je vais pas, justement, m'enfermer dans une structure ou un truc, voilà. Moi, c'est ça, en fait. Et moi-même, ce que je fais, c'est ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Si j'ai envie de faire ma petite intro comme ça, je la ferai comme ça. Si j'ai envie de mettre cette musique, je mettrai cette musique. Qui même me suivent, tu vois. Ouais. Donc voilà, liberté et expression de soi. Pour moi, c'est ça, être artiste. Bah parfait, c'était très rapide et c'est clair. Juste. Donc est-ce qu'il y a vraiment une bonne définition de l'artiste? Je crois pas, parce que c'est vraiment chacun, comme tu as dit, ça plaît ou ça plaît pas, mais je pense que la liberté, ça revient quand même pas mal depuis les quelques épisodes, et assumer un peu ses choix ou ses envies, donc je pense que ça, tout le monde est à peu près d'accord. Donc tu vois, c'est ça ma banque de données, parfait. Ça fait une grande définition. On aura des statistiques à la fin. Voilà, à la fin, je la propose pour les dictionnaires, après le podcast. Et toujours un peu dans la même optique, plus ou moins. Est-ce qu'il y a des endroits un peu spécifiques qui, par exemple, toujours t'inspirent, mais ou te motivent, ou t'aident à créer, ou est-ce que n'importe où, c'est l'aspiration? Coffee shop. Je sais que c'est dingue. Alors, je suis pas forcément la plus inspirée sur mon tapis, tu vois. Je sais qu'il y a des gens ou des profs qui s'assoient sur leur tapis et qui créent, genre comme ça. Moi, en fait, j'aime être dans cette bulle de coffee shop où personne me connaît, où je connais personne, et juste m'assois. Et en fait, l'ambiance. Moi, tu vois, on disait, je suis une créa, je suis très sensible en fait. À l'énergie, à l'environnement. Donc mes coffee shops préférés, c'est souvent des coffee shops avec une ambiance super cosy, quelque chose d'hyper inspirant. Et généralement, c'est vraiment dans ces moments-là où je m'assois devant mon ordi et j'écris. Tu vois, je me sens safe
d'écrire et de parler comme si j'avais mon journal intime. Et c'est vraiment dans ces moments-là où je suis plus inspirée. D'accord. Ouais. J'aime bien aussi. Je pense que tu sais, c'est aussi parce que c'est le seul moment où je suis pas en mouvement. Il y a ce côté où en fait, je cours tout le temps dans tous les sens, je suis toujours en mouvement sur mon tapis. Enfin, tu vois, il y a ce côté genre, en fait, je m'arrête pas. Du coup, mon mental, il est jamais vraiment ancré. Et c'est vraiment quand je m'assois à une table avec un café et mon ordinateur que là, je me dis, ok, je suis là, présente, et je raconte ce que j'ai raconté. Ouais, t'es concentrée sur Ouais. juste ça, entre guillemets, même si c'est une grosse tâche aussi d'écrire ou de faire un peu, enfin, peut-être préparer les podcasts ou je sais pas comment tu Je les prépare même pas. comment tu prépares, c'est ça, freestyle. J'arrive chez moi, je fais tiens, j'ai envie de parler. Je vais sortir mon téléphone parce que j'enregistre toujours depuis mon téléphone. Et voilà. Bah tant mieux, hein. C'est encore plus naturel comme ça, comme tu veux le faire. Est-ce que tu as des recommandations de... Très, très vaste, tu peux à peu près tout dire. Je sais pas si tu lis ou tu écoutes de la musique ou d'autres podcasts ou de vidéos que tu aimes bien, qui te font du bien ou que tu aimes bien regarder, ou est-ce que tu regardes rien? En fait, c'est un peu moi ça. C'est-à-dire que alors, je lis pas. Ouais. J'ai essayé, hein. J'ai essayé. Je suis même passée au livre audio. Okay. J'ai beaucoup de mal à lire. En fait, je suis tellement dans ma tête et que l'inspiration, elle est là en fait. Alors évidemment, on se nourrit des autres, c'est sûr. Je me nourris plus dans une discussion avec quelqu'un que je vais rencontrer que j'ai du mal en fait. J'arrive pas, j'ai pas cette capacité à me concentrer. J'aime bien écouter des podcasts, mais ça va pas du tout être des podcasts brainy, tu vois. Ça va être des trucs hyper entertaining, hyper light. Enfin, tu vois, des trucs de filles que j'aime bien suivre sur les réseaux, mais ça n'a rien à voir avec le yoga. Ça n'a rien à voir particulièrement avec le bien-être. C'est plus du lifestyle ou des meufs que j'aime bien suivre et voilà. Mais donc, pas de recommandations. Mais ça fait du bien aussi, du contenu comme ça, un peu détente, justement. Bon, bah ça marche, pas de souci. Est-ce que si tu devais recommander une personne ou plusieurs, si c'est un groupe, pour un prochain épisode, par exemple, dans ce podcast, est-ce que tu penses à des gens? Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais... J'aurais pensé à Jessica, mais tu l'as déjà interviewée. Je suis trop rapide sur les invités. Mais c'est vrai que c'est un petit bulle après, je trouve, tu vois. Tout le monde se connaît, donc au final, c'est marrant. Bah, c'est comme ça que j'étais tombée sur ton podcast, d'ailleurs. Mais c'est la même chose réciproquement. C'est comme ça que j'ai vu. Là, comme ça, faudrait que je réfléchisse. C'est vrai que c'est un peu ce truc de moi, dans ma sphère à moi, il y a peu de gens comme moi dans ma sphère. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je m'entoure vraiment de gens qui font pas trop la même chose que moi. Donc là, comme ça, en français, il n'y a personne qui me vient. Mais je vais y réfléchir. Ça marche. On mettra plus tard s'il y a une idée qui sort. Du coup, j'ai à peu près fini toutes mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, je sais pas, une dernière chose que tu as envie de partager, sachant qu'il y aura une partie 2 du coup à cet épisode où on va un peu plus montrer ton quotidien, entre gros guillemets. Donc, je sais pas si tu veux terminer sur un petit mot pour la partie plus... discussion, réelle discussion. Non, je pense qu'on a fait le tour quand même. Ouais, on a bien papoté. Ouais. Peut-être qu'il y aura des questions en commentaire, qui sait, et à ce moment-là, on pourra répondre. Mais non, on a bien fait le tour. Merci déjà de rien. pour toutes tes questions parce que c'était super chouette de pouvoir partager tout ça. Moi aussi, j'en ai appris plein de choses sur le yoga en plus que je ne savais pas non plus. Donc, je suis mon propre client de podcast. Propre consommatrice. Du coup, je mettrai tous tes sites, liens en description, comme ça cool. Les personnes pourront venir voir le fil esthétique sur Instagram déjà et puis... juger par eux-mêmes. Ouais, franchement, si vous avez des questions ou des remarques, personne ne le fait jamais, mais ça va peut-être commencer avec cet épisode, n'hésitez pas, on vous répondra, je pense, avec plaisir. Et puis, il y aura la partie 2 à retrouver aussi sur YouTube, du coup. Merci beaucoup. Merci Chloé. Voilà.